aujourd'hui à l'émission, on vous parle de biomasse. C'est qui de mieux que Jean-Pierre Arnaud, je pense au Québec, un des précurseurs, il faut le mentionner. Pas nécessairement le précurseur, mais qui tient la flamme quand même toujours allumée. Effectivement. Hey, ça fait combien de temps qu'on parle de biomasse? Ouais, ici, sur le territoire, dans l'ouest de Portneuf, en tout cas, ça fait 5-6 ans qu'on en parle, puis on a décidé de passer à l'action il y a 3 ou 4 ans. Là. Ouais. Ça fait quelques fois qu'on fait des émissions justement en face de la chaufferie. On est justement, vous la voyez en arrière, la chaufferie de Saint-Gilbert. C'est la première qui a... Ben non, c'est pas tout à fait la première, hein? En fait, M. Germain Durocher, qui est le fournisseur de copeaux ici, lui a installé l'année d'avant de celle de la municipalité. OK. Puis là, ben, tu me disais aussi qu'il y a des privés qui ont des chaufferies. Il y a aussi Saint-Hubert qui a sa chaufferie. Alors, ça commence à faire des petits, là. Oui, mais en fait, il y a Alexir qui a un équipement pour faire de la vapeur qui fonctionne à la biomasse. Il y a Série Savard aussi à Saint-Hubert qui a une chaudière à biomasse et M. Germain Durocher ici dans le privé. Là. Mais la municipalité de Saint-Gilbert et Saint-Hubert ont aussi leurs équipements. Alors aujourd'hui, l'émission, c'est sûr qu'on va vous réexpliquer un petit peu comment ça fonctionne, la chaufferie, mais on va vraiment faire un bilan parce que ça fait quand même presque 5 ans qu'on est dans le dossier. Et on le dit, ça commence à faire des petits, tout ça. J'aimerais que tu nous parles un petit peu du modèle de Saint-Gilbert en partant. Qu'est-ce que ça leur a donné? Est-ce qu'ils ont eu des économies? Est-ce que ça vaut la peine? En fait, à Saint-Gilbert, l'église, le presbytère, l'ancien presbytère, l'école ici, qui est le bureau municipal maintenant, consommait environ 30 000 litres d'huile par année. On se souvient qu'il y a 3 ou 4 ans, le prix du litre d'huile est monté en haut d'1 $ le litre. Là. Ça a explosé. Donc, la municipalité ici avait besoin de bouger, puis il n'y avait pas d'alternative au niveau du chauffage. C'était tout à l'huile, tous les bâtiments étaient chauffés à l'huile. Donc là, on les a accompagnés. C'est un projet qui a été démarré par la Chambre de commerce ici dans l'ouest de Portneuf. Puis on les a accompagnés jusqu'à l'implantation de A à Z. On a tout installé. Puis, ça a permis à la municipalité de réduire ses coûts d'énergie de beaucoup. Parce que, en fait, le 30 000 litres d'huile équivalait environ à 30 000 d'huile par année. On est passé à 5 800, 6 000 de copeaux par année. Donc, ça a quand même réduit pas mal les coûts. Il faut dire que c'est sûr et certain que l'installation, l'équipement, l'entretien, il y a des coûts aussi, mais il y a des programmes de subvention qui sont venus donner un coup de main. Puis là, aujourd'hui, la municipalité a enlevé le volet consommation de mazout d'environ 90 %. Ouais. C'est très intéressant. Puis il faut le mentionner aussi, les copeaux sont à côté, là. Oui, c'est ça. En fait, il faut comprendre que la biomasse, ça pousse en continu autour des clochers d'église, surtout en milieu rural. Il y en a partout. Donc, puis, il y en a beaucoup qui se gaspillent. Ici, pour remplacer les 30 000 litres d'huile à chauffage, il faut comprendre que c'est seulement 80 tonnes de copeaux environ par année. C'est pas des très gros volumes. C'est surprenant. Donc, c'est environ 18 camions 10 roues, comme on connaît, là, avec dompeuse, là, qui viennent livrer. C'est M. Durocher qui vient livrer le copeau. On est bon à peu près pour une dizaine de jours avec un camion. D'ailleurs, on peut le montrer juste en arrière de nous. Vous voyez la rampe. Les vannes vont directement sur la dompe. On l'a déjà montré, là, mais c'est vraiment spectaculaire. Ça se fait tout de suite à intégrer. En fait, ici, c'est l'industrie, c'est Prométal qui a été maître d'œuvre du projet. Puis, c'est tout Prométal qui a fabriqué le toit, l'équipement. Puis ici, on a un toit ouvrant qui ouvre. Donc, le camion ouvre le toit ouvrant, puis recule, dompe directement dans la réserve, puis referme le toit, puis c'est réglé. C'est simple. J'aimerais qu'on en parle aussi de l'aspect des copeaux. Tout ça, c'est très important. Votre projet, c'est du développement durable et c'est direct dedans. Et puis, vous avez été très précurseur là-dedans. En fait, oui, parce que la préoccupation aussi, une des préoccupations, c'est de garder les bâtiments institutionnels à peu près dans tous les milieux ruraux du Québec. C'est problématique. Donc ici, une petite municipalité d'un peu moins de 300 habitants, comment garder son église, c'était pas simple. Là, aujourd'hui, socialement, il y a un impact important parce que l'Église, premièrement, est beaucoup plus chaude qu'elle était avant, parce que quand on chauffe
à l'huile, ben, on baisse le cadran là, au minimum, mais là, en chauffant en copeaux, c'est moins dispendieux. Puis là, ben, l'église est confortable. Donc, socialement, il y a des retombées parce qu'on peut garder nos services de proximité. Économiquement, ben, on réduit les coûts, ça c'est sûr. Puis on crée de l'emploi local aussi. Puis on utilise une ressource qui est locale. Tu sais, on n'importe pas du pétrole d'un autre continent. Là, donc, c'est un peu comme revenir dans le temps. Donc, et environnement, ben en fait, la biomasse, le copeau, ben c'est issu de la forêt, donc c'est une ressource qui est renouvelable. Aujourd'hui, la chaufferie consomme présentement du copeau, chauffe. Donc, le CO2 qui sort par la cheminée, bien, il est réutilisé par les arbres qui sont en train de pousser là, présentement pour la prochaine génération de copeaux qui va rentrer dans la chaufferie. Donc, c'est un cycle en continu. Là, on est à la fin d'octobre. Elle est partie, mais septembre, octobre, des fois, il fait froid, fait qu'il faut attendre un petit peu. Bien, il faut comprendre qu'une chaufferie à la biomasse, c'est un poêle au bois. Okay? Donc, un poêle au bois, c'est pas instantané comme de l'huile où on allume, c'est instantané, ou de l'électrique. Donc, dans la période de septembre, aller jusqu'à mi-octobre, bien, il y a quelques périodes qui sont froides de temps en temps, mais il y a des grandes périodes où c'est chaud. Donc, ça ne vaut pas la peine d'allumer l'équipement. Les équipements comme ça, mai, puis octobre, septembre, c'est pas allumé généralement. Parce que, puis l'objectif, c'est de réduire la consommation de mazout d'environ 85 %. L'objectif initial, c'était ça. Donc, présentement, nous, on le dépasse. Vous êtes à 90 à peu près? Oui, c'est ça, même un petit peu plus là, cette année. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, on s'est habitué aussi à opérer l'équipement, à être plus performant, puis à la calibrer pour qu'elle soit vraiment performante. Là. Ouais. Une autre chose, j'aimerais ça qu'on jase, c'est bien intéressant, c'est que là, ça va faire des projets qui sont, on peut pas dire c'est qui, là, mais il y a des projets qui sont en marche encore dans Port-Neuf. Toi, tu es en accompagnement, tu les aides là-dedans, c'est ça? Oui, en fait, avec le MRC, il y a un programme qu'on a mis sur pied qui s'appelle Chauffons nos villages. Puis l'objectif du programme, c'est de donner un coup de main aux municipalités qui ont de l'intérêt à explorer au moins la possibilité de. Parce que souvent, on ne sait pas trop à qui se référer. Puis il y a eu à l'occasion des gens qui ont été comme consultants, mais qui s'étaient chauffés au copeau à tout prix. Nous, dans le programme, c'est pas ça. Là. On n'est pas en conflit d'intérêt, donc on va donner un coup de main aux municipalités de façon objective, puis de pas compter Ouais, c'est ça. C'est pas ça que c'est la terre promise tout de suite? Non, c'est ça, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit il faut pas que ça soit ça non plus. C'est pas tout le temps ça. OK. Donc, ce que vous faites un petit peu, vous faites l'étude, puis ça montre justement si ça vaut la peine. Exactement. Oui, c'est ça, parce que c'est la MRC donne un coup de main financier aux municipalités qui veulent embarquer au moins pour étudier, observer, connaître le projet comme tel. Donc, ça permet justement à des municipalités qui n'osent pas, mais là, vu que ça ne coûtera pas trop cher, oui, on va explorer. Donc là, on a 3 projets présentement qui sont en marche. Okay. Puis là, on parle juste de Port-Neuf, mais à l'extérieur aussi, tu as des demandes. Oui, c'est ça. À l'extérieur du comté, il y a d'autres municipalités. Donc, je pense dans Charlevoix, il y a une municipalité présentement on les accompagne. Il y a d'autres municipalités au Québec, une en Abitibi aussi. Donc, on fait aussi de l'amélioration au niveau de la performance des opérations de calibration sur des équipements qui sont déjà existants. Donc, tout le temps passé ici à améliorer l'équipement, ça nous a donné vraiment une bonne connaissance, une expertise. Oui, c'est ça. Puis, il faut comprendre qu'il n'y a pas de formation comme telle présentement au Québec sur les opérations. Comment opérer un équipement comme ça. Donc, il faut être multidisciplinaire. Oui, puis tu me fais glisser sur un autre point, c'est que tu as monté un atelier qui est disponible probablement pour ces gens-là, mais aussi, j'imagine, pour des classes. Est-ce que tu vas aussi dans les écoles là-dessus? Oui, en fait, j'ai des journées, des activités avec les écoles. Il y a des écoles qui viennent ici dans les chaufferies pour en apprendre plus comment ça fonctionne. Mais j'ai aussi monté un atelier où c'est des gens de municipalités, maires, directeurs généraux, ingénieurs, etc., qui viennent passer une journée, j'ai une demi-journée en atelier en classe.
puis une demi-journée justement dans les chaufferies pour en apprendre plus, pour savoir dans quoi on s'embarque. En fait, l'atelier, c'est un peu comme chauffer à la biomasse, mais les vraies affaires. Tu sais, moi, il n'y a pas de cachette, là. Ah oui. Les gens, ils sortent d'ici, puis là, ils savent, ils se disent, ouais, OK. Avant de m'embarquer, là, puis de dire on va de l'avant, ben là, ils ont toutes les réponses. Ouais. J'ai le goût de poser la question, est-ce que les jeunes connaissent ça, la biomasse, ou si pour eux autres, c'est complètement un concept parti dans les nuages? En fait, là, ils connaissent pas beaucoup, non. Puis je dirais non, non, non. Il y a beaucoup de travail à faire. Puis je dirais, tu sais, le chauffage au bois dans les maisons en milieu rural, on connaît ça un peu, mais pour la plupart, ça reste que c'est pas. Pas prioritaire. Oui, puis c'est pas connu plus que ça, là. Ouais, ouais, ouais. Il y a du travail à faire sur le terrain pour faire Ah connaître oui. tout ça. Là. Exactement, oui, c'est ça. Puis, en fait, l'idée, c'est qu'à partir du moment où on connaît bien un projet, où on maîtrise bien une technologie, c'est qu'on a moins peur aussi. Puis, on peut revenir. Moi, j'ai des gens, des directeurs généraux, maires, en tout cas, ingénieurs, qui reviennent chez eux. Là, sont capables d'en parler. OK? Après la journée de l'atelier au complet, là. Au moins, ils sont capables, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines puis des mythes et réalités. Hein. Ouais, ouais. Fait que moi, je fais tomber les mythes et réalités beaucoup. J'imagine que tu as été dans des congrès, tu as fait des grandes salles comme ça. C'est quoi la réaction justement que on parle des mythes, là, c'est quoi les réactions que tu as le plus souvent? Bien, les réactions, c'est. J'aurais pas pensé que, j'imaginais pas que. Puis souvent, il y a des gens qui présentent ce genre de projet-là, justement dans des congrès, etc. Comme quoi ça va être facile, ça va être simple. OK? Pas vrai. OK? Il n'y a rien de simple. OK? Mais il faut l'apprendre, puis il faut que ça soit maîtrisé. OK? C'est juste ça. Puis moi, je suis toujours surpris d'entendre des gens qui en ont entendu parler. Mais l'autre affaire aussi, il y a eu des histoires d'horreur à quelques endroits. Puis ces histoires d'horreur-là font en sorte que, surtout au niveau municipal, les gens se rendent compte dans le congrès. Donc, ceux qui ont eu des mauvaises expériences, bien là, ils répètent ça aux autres. Donc, il y a justement l'objectif de l'atelier que je donne, c'est justement éviter les erreurs, les pièges à éviter. OK. Justement, sans aller dans toute l'histoire de la construction, tout ça, vous avez vu quand même des écueils, des problèmes que vous avez réglés en vous en allant, mais il reste quand même que c'est un défi important quand on décide qu'on fait une chaufferie. Là. Bien, oui, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de choses beaucoup de. Je cherche le bon mot, mais tu sais, ça touche la plomberie, la mécanique, le bâtiment, la combustion. C'est pas simple, là. Il y a quand même beaucoup d'éléments là-dedans. Là. Puis on parlait de Prométal tantôt qui Ouais. sont venus en support aussi. Là. Oui, ouais, ouais, c'est ça. En fait, Prométal, eux, ont fait un superbe de beau travail parce que le toit ouvrant ici, là, c'est un concept qui est un peu unique. OK? Puis, nous autres, ce qu'on voulait, c'est que le camion, le livreur, soit complètement autonome, qu'on n'ait pas à. Oui, mais c'est qu'il soit autonome, qu'il déverse pas sa charge à terre, puis la reprendre avec un tracteur avec une pelle en avant pour la mettre dans une benne. Là. Donc là, de cette façon-là, c'est qu'on ne contamine jamais notre matière première. La matière première s'en va directement dans la réserve. Fait que donc, le chauffeur du camion, le livreur, était un peu comme un livreur d'huile. Il est complètement autonome, puis c'est ça qu'on voulait. Alors, on est ici au sous-sol, justement, devant la chaufferie. Alors, Jean-Pierre, tu vas nous expliquer un petit peu tout le processus. Il y a beaucoup de pitons, il y a beaucoup de... Mais sauf que c'est quand même assez simple. Là. Moi, ça peut paraître complexe, mais finalement, c'est pas si complexe que ça. Donc, l'équipement est géré par un automate. C'est une espèce d'ordinateur, en fait, où on a il y a une programmation dedans. Puis, il y a différents sensors un peu partout sur l'équipement qui vont venir donner de l'information à l'automate. Puis, l'automate va venir ajuster les vitesses des ventilateurs pour donner de l'air, si on veut. Tout est automatisé. Là, vous allez voir ça pendant qu'on vous parle. Alors ça, c'est ici, les tableaux sont là, c'est ça? Oui, exactement. Les panneaux de contrôle, c'est ici. OK? Donc, tout est réglé par l'automate, comme je vous disais. Puis,
l'automate, moi, j'ai accès à l'automate à partir de mon ordinateur chez nous et de mon téléphone cellulaire. Il y a une application qui existe, là. Oui, c'est ça. Moi, en fait, je peux changer les consignes, augmenter la puissance, réduire la puissance, faire un paquet de changements au niveau de l'opération de l'équipement, sa calibration, mais à partir de mon téléphone cellulaire. Est-ce que c'était là au départ, ça, ou ça s'est ajouté dernièrement, l'application? Non, c'était là au départ. Oui, c'est ça. C'est très avant-gardiste aussi. Hein? Ben oui, exactement. Donc, pensez qu'anciennement, les bédos des églises allaient chauffer 2 fois par jour. Mais là, ici, dans le cas qui nous concerne, on n'a pas besoin de venir ici. Là. Okay? Tout se fait à distance, puis le bois rentre tout seul dans l'équipement avec des vis. J'aimerais qu'on parle des tuyaux en arrière de toi, parce que ça, c'est ce qui s'en va dans les bâtiments, c'est ça, hein? Oui, exact. OK. Donc, ici, on a un réseau souterrain, on appelle ça des tuyaux caloporteurs, si on veut. Caloporteurs pour calories, on transporte les calories. Donc, c'est un système à l'eau chaude. Donc, ça ici, c'est la pompe qui va au presbytère. Ça, c'est les 2 pompes qui vont vers l'église. Là-bas, du côté de l'église, on a 200 mètres de tuyaux pour se rendre à l'église. Donc, c'est des tuyaux souterrains. Au presbytère, on a 135 mètres. OK? Puis, c'est ce genre de tuyau-là qui transporte l'eau chaude. OK? Donc, on a un transport d'eau chaude, OK, vers le bâtiment, puis un retour d'eau froide du côté bleu qui revient ici pour se faire réchauffer, puis qui va retourner. Donc, ça tourne en continu. C'est toujours la même eau qui tourne? Ou... C'est toujours la même eau qui tourne, oui. C'est un circuit fermé. Donc, en fait, tout le système, c'était déjà dans les 3 bâtiments des systèmes à l'huile, des chaudières à l'huile installées. Ils sont restés, les chaudières à l'huile sont toutes restées dans les bâtiments. Okay. Nous, ce qu'on a fait, puis c'est déjà des bâtiments installés à l'eau avec des calorifères. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu, se brancher, autrement dit, sur le réseau existant. À l'intérieur des bâtiments, il n'y a rien qui a changé. Donc, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, la flamme vive, OK, elle n'est plus pratiquement dans les bâtiments. Juste sauf en dépannage ou... ouais, c'est ça. Donc, ça peut réduire les coûts d'assurance dans certains cas, là. Parce que c'est le bâtiment ici qui a l'activité de la flamme, là. Étant donné qu'il n'y a plus de feu vraiment dans les bâtiments, ben, ça fait que ça a moins de chances de brûler. Exactement. On réduit le risque à l'intérieur des bâtiments. Donc, tout est centralisé ici. Et là, j'imagine est-ce qu'il y a de l'entretien à faire? Est-ce qu'il faut changer l'eau à tous les ans ou pas du tout? Non, absolument pas. C'est toujours la même eau. Il n'y a pas d'eau à changer. On n'a pas à changer l'eau là-dedans. Des fois, on va entendre qu'il y a des réseaux qui sont installés au glycol, mais dans le cas présent, on n'a pas besoin de glycol parce qu'on est sous le niveau du gel. Okay. Donc, on n'a pas besoin. Le glycol, c'est très dispendieux, donc c'est tout à l'eau. De toute façon, les systèmes les bâtiments étaient tout à l'eau. Pour ce qui est de l'entretien, est-ce que ça prend un entretien à tous les mois, tous les ans? Sur l'équipement? Ouais. Bon, en fait, moi, je passe 2 fois par semaine. OK. J'ai des petits accès pour passer l'air, pour enlever la petite pellicule de cendre qui se fait à l'intérieur. Parce qu'on appelle ça, il y a la chambre de combustion, mais il y a l'échangeur. L'échangeur, ça, c'est l'endroit où les gaz chauds, la combustion, vont circuler, vont échanger, vont donner le chaleur à l'eau. Okay. Donc, s'il y a un petit film de cendre qui s'accumule, ben moi, je l'enlève à tous les 3 jours. C'est pas long, ça me prend 10 minutes, c'est juste le temps de passer. OK, puis, donc, ça maintient la performance upgrade tout le temps. Okay. Je vais changer d'endroit parce que justement, on veut le montrer, le bac à cendre ici qui est à côté. Oui, exactement. Ici, c'est le petit bac à cendre. Donc, la cendre qui est produite dans la chambre de combustion va sortir, va venir s'évacuer avec une vis sans fin de façon autonome, va monter tranquillement dans le bac à cendre. On le vide à combien de fréquences environ? Bien, en fait, je vous dirais que la première année, on n'était pas très performant au niveau de la combustion. Donc, on produisait quand même beaucoup de cendre avec des imbrûlés. Mais depuis l'année passée, puis l'année d'avant, on vide ce bac-là environ 2 fois par année. Ah oui, pas plus que ça? Non, ah, ouais. Pour 80 tonnes de copeaux. Puis là, mais c'est parce que les températures dans la chambre de combustion sont très hautes là-dedans. Hein? OK? On se tient... là, c'est sûr qu'on ne tourne pas vite, mais environ à 800 Celsius, 850 Celsius à l'intérieur de la chambre de combustion. Okay. C'est arrivé quelquefois que je l'ai, on va dire, échappé, monté trop haut en puissance, trop haut en température. Donc, là, j'ai une petite pièce, on appelle ça du mâche-fer, okay? Du clinker en anglais. Donc, c'est la cendre qui fond. La cendre,
c'est tellement chaud que la cendre se met à fondre. Elle vient en lave à l'intérieur. Donc, c'est détestable un peu parce que ça vient boucher les petits trous d'air, d'entrée d'air dans la grille mobile. Donc là, l'opération, à cet âge, je commence à savoir qu'il ne faut pas le faire, ça. C'est ça, c'est ça. Il faut savoir quoi pas faire aussi. On s'est déplacé un petit peu de l'autre côté. Alors, Jean-Pierre, explique-nous un petit peu le processus. Ben, en fait, ici, en arrière de nous, ce qu'on a de l'autre côté du mur de ciment, c'est la réserve de copeaux. La réserve de copeaux, c'est là-dedans, justement, que le camion dompe tous les copeaux. Ici, okay, on a une vis sans fin qui est horizontale, qui longe toute la réserve de copeaux. Le copeau s'en va dans la vis sans fin. Qui est là, c'est celle-là, oui. Oui, ça en vient ici. OK, ouais, on les voit ici, là. Il va tomber dans la vis qui est inclinée pour ensuite tomber dans une petite réserve. Puis là, c'est l'automate qui va... C'est l'automate qui gère tout, qui décide quand la petite réserve est basse. Puis l'automate, lui, il va envoyer le copeau à la vitesse qu'il faut. Puis pour maintenir le gros réservoir qui est là d'eau chaude à 80 Celsius à peu près. Ah, c'est pour ça qu'on ne la voit pas tourner, c'est que là, il n'y en a pas de besoin. Il n'a pas besoin, ça veut dire que la petite réserve est pleine présentement. Okay. Alors, tout est automatisé, donc tout ce que tu fais, dans le fond, c'est que tu gères ça avec ton téléphone, voir si tout va bien. Oui, si jamais il y a un problème, et ça va m'indiquer une alarme, puis le téléphone va me donner c'est quoi le problème, puis qu'est-ce qui se passe, puis souvent, je peux le régler à partir du téléphone. Okay. Souvent. J'ai pas besoin tout le temps de venir ici. Là. Puis, les tuyaux d'eau, ils passent où là, pour la chaufferie? Les tuyaux d'eau? Oui, parce que dans le fond, tu m'as dit qu'il faut qu'ils se fassent chauffer, les tuyaux? Oui. Ben, en fait, l'eau va sortir au-dessus de la fournaise. Okay. Ça en vient ici, longe les murs, puis il va rentrer, l'eau chaude s'en va dans le très gros réservoir, un réservoir de 600 gallons. Okay. Ouais. Donc ça, on appelle ça un accumulateur. Si on veut, c'est un peu comme une batterie, ce gros réservoir-là. Donc, la mission, autrement dit, de la chaudière, c'est de maintenir ce réservoir-là à 80 Celsius le plus possible. Okay. Donc, les bâtiments, les pompes des bâtiments viennent s'alimenter dans le réservoir. Okay. Donc, si jamais, un exemple, on a le dimanche matin, l'église qui était en semaine peut-être à 50 degrés Celsius, à 15 degrés Celsius, un exemple, bien, si le dimanche matin, celui qui dit la messe veut avoir 20-22, bien là, il va monter le thermostat, les pompes vont partir, puis il va avoir une grosse demande d'eau chaude pour chauffer l'église tout à coup. Okay. Donc ça, c'est une grosse réserve okay, qui permet d'envoyer... qui répond à la demande rapidement. Oui, qui va répondre à la demande rapidement. Okay. C'est ça, c'est ça. Tantôt, tu nous disais que ça prend un petit peu de temps avant de partir le système. Est-ce que c'est bien long ou bien... Bon, en fait, un exemple, hier, on a allumé pour la première fois de l'année. Puis le temps que tout le réseau soit à température de 80 Celsius et le gros réservoir, ça peut prendre à peu près 4 heures. OK. Oui, à peu près 4 heures. Une fois que c'est atteint, bien, elle, la chaudière, son travail, c'est de maintenir le réservoir à 80 Celsius. Donc, il va y avoir des périodes où elle va chauffer pratiquement pas beaucoup. Elle descend à peu près à 20 de sa puissance. OK. Donc, elle peut moduler. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que l'électrique, c'est on, c'est off. L'huile, c'est on, c'est off. Mais une machine comme ça peut moduler. Parce que ça l'envoie du copeau juste un petit peu ou beaucoup. C'est ça. Okay? C'est pas comme un poêle au bois. On le charge, OK? Puis si on en a trop mis, on est prêt avec. L'automate, lui, il gère ça. Là. Il va en envoyer juste un petit peu. Puis... J'imagine le ramonage de cheminée, ça doit paraître aussi, là, parce que comme on ne chauffe pas à l'extrême, ben il y a moins de résidus qui vont se faire dans la cheminée. Ben, en fait, il n'y en a pratiquement pas de résidus à cause des hautes températures de la chambre de combustion. Okay. Parce que ça brûle à tellement haute température qu'on ne produit rien pratiquement dans la cheminée. Si on est bien calibré, là, OK, à la cheminée, là, il n'y a jamais de fumée. Alors, Jean-Pierre, tu peux nous expliquer un petit peu les corps de métier qui peuvent être intéressés par ici, entre autres par le panneau? Là. En fait, lorsque je reçois des groupes d'écoles secondaires, OK, je leur présente le projet ici, tous les types de métiers qui sont associés à ce genre de projet-là. Okay. Donc, là, ici, on voit le panneau de contrôle. Donc, on ouvre le panneau de contrôle. On voit à l'intérieur okay, l'automatisation, l'électromécanique. C'est sûr et certain qu'il y a le corps de métier électrique. Là. Il y a beaucoup d'électricité dans ce genre de projet-là. Tout ce qui est construction,
construction du bâtiment. OK? Donc, il y a... Plomberie. Plomberie, oui, c'est ça. On s'en sort pas, plomberie. Après ça, le bâtiment extérieur, les toits qui sont hydrauliques. OK? Ensuite, tout ce qui est métallurgie, donc soudure, métallurgie, etc. Ça fait pas mal le tour, mais l'opération de l'équipement aussi. Ouais. Donc, c'est sûr et certain qu'il y a des formations qui, éventuellement, devront se donner pour qu'on soit en mesure d'opérer ces équipements-là et d'en faire la maintenance, l'entretien. Pour la compagnie comme telle qui vous a vendu le système, est-ce qu'elle vient faire de l'entretien annuel ou quelque chose du genre, ou pas en tout, c'est tout faire informatique aussi? Là? Non, l'entreprise qui a... Nous, on est complètement autonome. OK. OK. Même, je dirais que avec l'expertise qu'on a, eux, c'était des fabricants, mais pas nécessairement des opérateurs. OK. OK. Donc, nous, on est plus poussés qu'eux présentement au niveau de l'opération de l'équipement. Ça arrive souvent qu'ils vous appellent? Oui, c'est arrivé. Ouais. On dépend aussi d'autres municipalités qui ont le même genre d'équipement. Ouais. On leur donne un coup de main aussi. Alors, Jean-Pierre, ceux qui voudraient te rejoindre, courriel, tout ça? Oui, donc jpno commercial globetrotter.net ou 418-284-2770. Moi, ça me fait plaisir. J'aime beaucoup faire ça. Parfait. Hey, merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est une belle visite. J'espère que vous avez apprécié ça ici à la maison. Donc, on vous invite, si vous venez voir ça à Saint-Gilbert, c'est juste à côté. Dans le fond, on ne peut pas se tromper à côté de l'église, à côté de l'école, il n'y a pas de problème. C'est ça, exactement. Merci, Stéphane. Merci, Jean-Pierre.